T'entends très bien. Alors, je suggérerais Je que vous si entends tu as des bien, vous problèmes m'entendez? de à 5 sur 5, on t'entend très bien. Si tu as des problèmes de visibilité, Ok, je parfait. proposerais que tu fasses ta présentation et que tu t'introduises un tout petit peu. Oui. Ok, donc je peux donc commencer la présentation encore. Bon. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est à toi le stage. Ok. Ok. Je partage l'écran. D'accord. Bonjour à toutes l'audience. C'est un plaisir pour nous, la Pan African Tech Foundation, de vous accueillir à ce bootcamp que nous organisons sur l'Afrique centrale. Et nous avons l'ambition de parler de la fintech, de la blockchain, mais aussi de d'élaguer les pistes, voir comment toute cette nouvelle technologie peut aider les Africains à, à... Alors, la première session de formation euh, porte sur la blockchain et ses cas d'utilisation. Bien sûr, beaucoup d'entre nous ont entendu parler de la blockchain, que ce soit dans les médias, dans la presse, ou à travers les discours ou le débat sur les deux points. Mais réellement, qu'est-ce que la blockchain? D'où vient-elle? Quels sont les cas d'application? Alors, en général, nous considérons le fait que la blockchain a été inventée en 2008 par M. Satoshi Nakamoto, qui est un chercheur, peut-être être japonais. Bon, nous ne connaissons pas sa réelle identité. Il avait rédigé un livre dans lequel il présentait le fonctionnement de la cryptographie, du système cryptographique qui soutient le fonctionnement du Bitcoin. C'est ce système cryptographique-là qu'on doit appeler blockchain ou chaîne de blocs. Toujours est-il que malgré le fait que cette personne n'est pas réellement connue, son système cryptographique a apporté pas mal de solutions à des problématiques dans la recherche d'informations. À partir de 2010, avec le développement du Bitcoin, les chercheurs et les investisseurs financiers, les entrepreneurs se sont mis à s'investir progressivement à cette technologie. Alors, notre exposé va porter sur une partie essentielle, à savoir présenter la Bitcoin, présenter deux de ces cas d'application, notamment dans le domaine foncier et dans le domaine de la gestion de la commande publique. Alors, en première partie, donc, nous allons nous intéresser à définir la blockchain, à la présenter, aussi bien sur le plan conceptuel que sur un plan purement opérationnel. Alors, comprenons donc bien que la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle, central de contrôle. Ce qui veut dire, contrairement au système traditionnel dans lequel nous vivons, les parties prenantes d'un système blockchain n'ont pas besoin de recourir à un tiers de confiance. Les parties engagées dans un système blockchain elles-mêmes
font elles-mêmes office de tiers de confiance. Autrement dit, la blockchain est un grand livre comptable dans lequel chacun enregistre ses informations et chacun a accès à cette information. Et chacun a son accord pour la modification ou pas de l'information. Autrement dit, il y a une véritable transparence, une véritable, disons, infalsifiabilité de l'information. Alors, nous avons dit tantôt qu'il s'agit d'une base de données qui retrace l'historique des transactions, l'historique des historiens. Ils sont là. Chaque intervenant est identifié à un procédé photographique, une sorte de chiffré qui permet aux participants d'identifier, mais dirons pas que derrière une clé chiffrée, monsieur Foilin, on voit juste un chiffre avec lequel on échange des informations entre les transactions. Donc, c'est une cryptographie qui permet l'anonymat des intervenants. Deuxièmement, les transactions circulent autour de nœuds. En anglais, on appelle ça node. C'est-à-dire que ce sont en fait les serveurs. Prenons le cas simple de trois amis qui sont sur une blockchain, chacun a son téléphone. Leur blockchain est téléchargé sur leur téléphone. Et bien, chacun de ces téléphones, de serveurs pour les transactions. Ensuite, le système est évidemment sécurisé dans le sens que aucune information ne peut être modifiée sans pour toutes les parties prenantes. Donc, pour ça qu'on déclare, on pense que c'est une technologie falsifiable. Dans la mesure où, pour atteindre le consensus théorique de 51% des parties prenantes pour modifier l'information, cela relèverait presque d'un état. Par conséquent, donc, il s'agit d'un système contemporain les plus sécurisés. Évidemment, donc, du fait de ce système en réseau, la gestion de la blockchain est purement décentralisée. Ce qui en falsification des transactions. Il n'y a pas un tiers de confiance qui est une information privilégiée auquel les autres membres du réseau n'auraient pas accès. Tout le monde a accès à la même information. Et tout le monde a droit à ce type de fonction. Alors, quels sont les avantages? La blockchain a plusieurs avantages, notamment la sécurité du système et les gains de productivité et d'efficacité. Nous nous rendons bien compte dans les systèmes traditionnels que s'il y a des intermédiaires dans un processus, plus le processus des charges. Moins il y a un intermédiaire, moins le processus des charges financières. Alors avec la technologie blockchain, vraiment éliminons l'intermédiation. Par conséquent, effectivement, nous gagnons en gain de productivité. Alors, sur ce tableau, ça c'est un tableau comparatif. Donc, l'ancien classique centralisé et le nouveau système blockchain décentralisé.
Nous rendons bien qu'en ce système graphique centralisé, entre le monsieur en bleu et la dame en orange, il y a la banque qui intervient, il y a les institutions qui interviennent au cours de temps. Le travail de ces institutions peut faire perdre du temps aux transactions. Ces institutions doivent être rémunérées pour leur opération, pour leur rôle d'intermédiaire. Par contre, dans le système décentralisé qu'est la blockchain, il n'y a aucun intermédiaire entre la dame en bleu et le monsieur en violet. Et seule opération se déroule à travers les serveurs, les nœuds, qui permettent d'échanger directement les informations de manière cryptée et sécurisée. Ici, nous avons présenté un autre schéma explicatif des transactions sur les blockchains. Et à travers de ce schéma, nous nous rendons bien compte que un des concepts technologiques qui fondent la blockchain, ce sont ce qu'on appelle les transactions peer-to-peer, de pair à pair. Cette technologie nous permet d'échanger directement l'information ou les données passées par un intermédiaire clé. Donc, un individu envoie sa demande, le réseau la valide, la transaction est vérifiée. Et chaque transaction, donc, dans la blockchain, s'inscrit dans un bloc. Et chaque bloc est relié aux autres blocs. C'est pour ça qu'on parle de chaîne de blocs. Donc, la transaction s'inscrit dans un bloc. Et à la fin, lorsque le bloc entre guillemets, disons, saturé, on crée un autre bloc. Et les blocs sont reliés entre eux. Donc, pour ça que la technologie est infrastructurelle, parce qu'il faudrait pouvoir casser cette chaîne de blocs-là. Bon, le troisième tableau présente encore un peu notre perception des transactions sur la blockchain. Nous avons toujours ces processus de validation, ces processus de construction, de transmission d'informations, construction des blocs, jusqu'à ce que qui permet justement aux bénéficiaires et de recevoir la transaction qui vient. Nous avons assez conceptuel et opérationnel le fonctionnement de la blockchain. Maintenant, au-delà de la blockchain, ou bien de la blockchain, il y a des. Je parle parfois d'applications vraiment industrielles ou bien d'applications commerciales. Il y a des succédanés, des conséquences de la blockchain, notamment ce qu'on appelle des contrats intelligents. Alors, qu'est-ce qu'un contrat intelligent? Alors, vous comprenez bien, lorsqu'on parle de contrat intelligent, ça veut dire que vous avez un agrément avec quelqu'un, qui parle de manière prosaïque, vous avez un agrément avec quelqu'un, et cet agrément se réalise par lui-même. Et dans un contrat, il y a des conditions, il y a des conditionnalisations des contrats. Bien non, le contrat intelligent, c'est un programme informatique qui permet d'exécuter ce qui est écrit dans un code à partir du moment où certaines conditions sont remplies. Prenons par exemple qu'on puisse être sur un contrat intelligent sur la gestion des emprunts obligataires. C'est-à-dire que si dans le programme informatique, voilà, à échéance, je dois rembourser mon emprunt obligataire, à ce moment-là, le contrat va automatiquement débiter votre compte pour créditer le compte de votre débiteur.
Donc, les contrats intelligents permettent donc d'échanger de l'argent, des biens et d'autres actifs, de rationaliser les processus d'affaires, éviter les délais d'attente pour la validation. Et ils interviennent dans beaucoup de domaines comme le secteur de l'immobilier, le système de santé, les médias, etc. Alors, nous avons ici une représentation schématique du fonctionnement des contrats intelligents. Donc, le monsieur Romain et la dame Ariane, qui représentent la mise en place des conditions au contrat. Ensuite, le contrat, donc, est déployé dans une blockchain. Et dès que la blockchain considère que les conditions initiales ont été validées, le contrat va s'exécuter automatiquement. Une fois de plus, on peut illustrer cela à travers les contrats d'assurance. Vous avez par exemple un contrat d'assurance, va vous dire, OK, s'il y a un incident à telle date, eh bien, automatiquement, vous pouvez bénéficier de votre police d'assurance. Ou bien, si vous décidez d'aliments, d'investissement d'assurance, eh bien, au-delà vous aurez décidé, programmé, le contrat intelligent va se débiter votre compte pour alimenter le fonds contrat d'assurance. Alors, nous allons continuer avec les cas concrets d'application de la blockchain en commençant par son application dans le fonction. Il faut comprendre que au-delà du domaine informatique, de la cryptographie, du langage informatique, la blockchain permet à toutes les activités humaines, à toutes les industries. Georges, est-ce que tu m'entends? Parce que la connexion n'est pas très bonne du tout. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne t'entendent pas. Et ça fait un bon bout de temps. Alors, je vais demander rapidement, Alexandro, est-ce que tu entends Georges à 100%? Oui, allô? Il y a juste un problème de sa connexion. Ouais, c'est vrai qu'il y a un problème de connexion, Georges. Il y a un très, très, très grand problème de connexion. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas du tout à t'écouter. Moi non plus. Ça fait quand même pratiquement 20 minutes ou on va dire 15 minutes maintenant. Et alors, ce que je vais proposer, alors je vais essayer de lire un tout petit peu quelques messages. En tout cas, tout le monde dit que la connexion n'est pas du tout bonne. Alors, c'est très difficile. Voilà, on a vraiment la peine de t'entendre. Georges, est-ce que tu peux revoir, s'il te plaît, ta connexion pendant ce temps? Mais je vais te demander d'essayer de revoir et on va encore essayer pendant 1 minute. Donc, si ça ne va toujours pas, on va passer au programme et passer à une interview avec Alexandro directement. Donc voilà. Donc, essaye de parler encore pendant 2 minutes. Pendant 1 minute, on va voir si ça ne donne pas très bien. Je crois qu'on va passer à l'interview avec Alexandre. Oui. D'accord. Vas-y pour l'instant. Vas-y. OK. La blockchain s'applique notamment dans beaucoup de domaines, dont le domaine financier, gestion de l'immobilier, le domaine foncier. Alors, pour revenir sur les questions de définition de base, c'est quand même on essaie de comprendre dans quoi nous évoluons. Alors, qu'est-ce que le cadastre? Le cadastre, c'est une organisation cartographique de l'ensemble du territoire national, une base communale, et l'on s'affiche en parcelle et en petit. Autrement dit, les biens immobiliers que nous achetons à travers les états civils
peuvent être enregistrés, valorisés, identifiés. Georges, je suis désolé. La connexion n'est pas du tout bonne. Alors, ce que l'on va faire, on va accélérer. Non, non, pas du tout. Alors, je te propose, s'il te plaît, de revoir un tout petit peu ta connexion. Et puis, reviens vers nous pour une séance où on pourra partager justement des questions et réponses avec l'audience. Alors, ce que je vais faire pour l'instant, Georges, pendant que tu es en train de fixer cela, alors je vais passer rapidement. Écoute, c'est un peu de revoir ta connexion. Je vais passer rapidement à interviewer Alexandro. Alexandro, essaie de venir en écran, s'il te plaît. Et comme ça, nous allons partager les moments ensemble pour l'instant. Alexandro? Alexandro, est-ce que tu m'entends très bien? Alors, on va attendre Alexandro qui va revenir dans cette connexion. On a des problèmes, on a des soucis de connexion avec Georges Magloire. Un gros souci de connexion et c'est très difficile de pouvoir l'écouter et de suivre cette belle présentation que j'ai eu le privilège de passer en revue déjà depuis cette nuit dernière. Une très belle présentation, mais bon, j'espère qu'en avançant, on aura surtout le temps de pouvoir repartager. Alors, Alexandro, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à… D'abord, essaie de te présenter, s'il te plaît. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et on pourra passer à une série de questions par rapport à toi. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est bon? Bonjour, on te suit. Ouais, vas-y. Okay. Je me présente là, Alessandro Colani. Avec une licence, moi, c'est ma licence en génie électrique. Une licence en génie électrique et je suis principalement au Togo. Donc, depuis 2 ans et demi, on va dire, j'évolue principalement dans la blockchain, la technologie blockchain. Moi, je l'ai connu grâce aux crypto-monnaies et de là, je me suis intéressé au domaine. Depuis lors, aujourd'hui, j'évolue dans ce domaine et puis j'ai commencé mon apprentissage dans ce domaine. Et cela m'a fallu aller chercher des cours et puis des spécialisations dans ce domaine si je devais aller loin. Donc, j'ai fait de mon mieux dans ce domaine pour avoir des connaissances très approfondies parce qu'on se rend compte qu'en Afrique francophone surtout, on manque de personnes ayant des notions dans ce domaine. Et on a quand même des personnes qui se lancent, mais sans principalement de notions. Donc, c'était l'important. Donc, principalement, que puis-je dire de moi? Donc, je suis jeune comme beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, j'ai lancé ma startup il y a juste en janvier 2021. Ma startup Crypto Corporate aujourd'hui qui évolue dans ce domaine. Et nous essayons d'apporter beaucoup de services comme le consulting dans la blockchain, les formations, des conférences exploratrices et puis accompagner des entreprises qui veulent développer, qui veulent consulter ou bien explorer la blockchain. Et aussi, on essaie de trouver aujourd'hui des développeurs avec nous qui vont nous associer pour développer des solutions sur d'autres blockchains, des solutions avec des smart contracts qu'on a sur plusieurs blockchains qu'on peut développer. Et on essaie de mettre en place des solutions. Donc, c'est notre combat à tous. Voilà à bref ce que je peux dire. Alors, c'est très intéressant. Je suis particulièrement impressionné du fait. Alors, il y a un petit écho dans le fond. Je ne sais pas si ça vient de ton côté. Alors, on va essayer de faire ceci. Est-ce que tu m'entends toujours, Alexandro? Alors, moi, je ne t'entends pas. Essaye de… Voilà. Très bien. Alors, je disais donc, qu'est-ce qui t'a poussé à pouvoir, en fait… qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé dans la blockchain? Qu'est-ce qui t'a… Je comprends que tu es ingénieur, d'accord, comme moi, très bien. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé? Qu'est-ce qui a été ce moment-là où tu as décidé que, en tout cas, la blockchain devrait être un secteur dans lequel je devrais évoluer? Il y a beaucoup de gens qui sont ingénieurs que je connais personnellement, mais qui, en fait, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas eu ce privilège de continuer, alors même de vouloir savoir exactement ce que c'est que la blockchain.
Mais qu'est-ce qui t'a touché tout de suite quand tu as entendu parler de la blockchain? Ok. Principalement, avant de commencer dans ce domaine, d'abord, je voulais être entrepreneur d'abord et je cherchais dans quel domaine entreprendre. Donc, j'ai découvert les crypto-monnaies, j'ai commencé sans réelle notion. Donc, je courais principalement, la plupart des jeunes, on court derrière la finance. Quand on trouve ces domaines-là, puis on nous parle qu'on investit, on va devenir millionnaire, on trouve que c'est la finance, il faut réellement se donner dedans. Donc, j'ai commencé cela et puis qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que j'ai perdu. J'ai perdu assez. On était des groupes, on a perdu assez. Et donc, j'ai trouvé que principalement, quelles étaient mes erreurs? D'abord, j'ai commencé avec le Bitcoin et puis je me disais, j'ai compris la technologie en allant au fond. Quand j'ai commencé par, premièrement, j'ai perdu. J'ai eu à peine de perdre de l'argent et c'est là-bas que j'ai compris qu'il fallait que j'ai deux notions réellement dans ce domaine-là. Après cela, j'ai compris que réellement, ce n'est pas que moi. Au fait, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans le domaine et puis qui manquaient d'informations. Et puis, j'ai eu à voir beaucoup de personnes, surtout au Togo, des personnes aujourd'hui, quand vous les parlez, il y avait même certaines personnes qui avaient des bitcoins, mais qui avaient oublié carrément leur clé privée. Soit ils avaient pris ce domaine-là comme c'est juste de la blague, ça n'avait rien donné. Donc, quand moi j'ai vu cela et puis j'ai vu l'opportunité que ça m'offrait aujourd'hui de lancer mon business dans ce domaine. Et dans 5-10 ans, de peut-être construire comment on appelle, une start-up qui va évoluer avec des personnes. Je me suis dit pourquoi pas ne pas me lancer et pourquoi pas ne pas me lancer puis associer plusieurs personnes parce que je savais que moi seul je ne pouvais pas faire le travail. Parce que parce que la blockchain c'est très vaste. Seul on ne peut pas avoir toutes les connaissances, toutes les informations nécessaires. Donc, il fallait qu'aujourd'hui, je m'associe avec des jeunes, des personnes avec qui ont les mêmes visions que moi, même si on n'est pas d'accord, des personnes assez compétentes, parce que ça ne sert à rien d'être d'accord. L'important, c'est d'avoir les mêmes visions et vous débattre sur des objectifs donnés et puis d'avancer. Donc, ça a été l'important pour moi. Et aussi, moi, le problème de mon côté, c'était que je ne voulais pas, au fait, travailler pour quelqu'un. C'était ça, je le dis comme ça, mais c'était comme ça, moi, mon objectif. Je voulais réellement entreprendre et puis travailler sur des projets. Et même si ça, à la fin, ça ne va pas marcher, mais j'aurais quand même essayé. Je vais apprendre et puis je vais me lancer sur d'autres choses. Donc, c'était l'important pour moi. Donc, j'ai trouvé cela, c'est devenu une passion pour moi aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'essaie de vulgariser cela, de dire cela à des personnes que je trouve et puis j'essaie de faire de mon mieux dans chaque jour dans ce domaine et puis j'apprends de nouveau aussi. En fait, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que particulièrement la plupart en Afrique, moi je suis en Afrique du Sud, et la plupart en fait ont entendu parler de Bitcoin d'abord parce qu'il y avait cet élément financier, cet aspect de on veut se faire de l'argent, on veut arriver à devenir millionnaire du jour au lendemain. On a entendu parler des histoires des gens qui ont investi $1 ou $10 ou $100 et qu'en 2017, ils sont devenus de multimillionnaires. Alors, la plupart des Africains noirs, surtout, se sont lancés, ont commencé à avoir un intérêt par rapport à la blockchain, ou plutôt par rapport à la crypto-monnaie, parce qu'il y avait cet aspect de pouvoir se faire de l'argent, n'est-ce pas? Donc, comme toi, en tant qu'ingénieur, je pense que l'avantage que tu as eu, c'est que tu es ingénieur, mais tu es allé sur l'aspect financier, tu as compris où tu as fait des failles, et tu te dis, en fait, non, il n'y a pas que l'aspect de faire de l'argent, il y a cet aspect de la technologie qui, si j'arrive à mieux la comprendre, je saurais aussi pouvoir indiquer aux autres comment ça fonctionne et discuter des aspects pas seulement financiers, mais autre chose. Alors, par rapport à ça, tu t'es lancé dans le lancement de ta start-up, de ton entreprise, qui aujourd'hui fait un peu d'éducation. Alors, j'aimerais que tu me parles un peu de ta start-up. C'est quoi le nom de la start-up et ça fait combien de temps que tu l'as lancé? Et combien de gens? Ok. Ok, oui. Ok, on a un problème. Alexandre va revenir tout à l'heure. C'est passionnant. Donc, parle-moi un peu de la. Voilà, vas-y. Vas-y, Alexandre. Oui, ma startup, elle a été créée en janvier 2021. Et d'abord, on était quatre d'abord, et puis on cherchait une cinquième personne. Donc, pour dire dans le groupe, on est 2 ingénieurs. Parce que moi, je fais l'ingénierie au niveau de l'école nationale supérieure, et puis on a eu un qui fait une école privée, et puis on a eu, parce qu'il fallait associer plusieurs personnes de différents domaines. Donc actuellement, on a la troisième personne, lui, il fait les finances, parce que lui, c'est lui qui est le responsable financier, parce que lui, il a fait la finance, la comptabilité. On a une quatrième personne qui est le responsable juridique aujourd'hui, parce que lui, il est en master juridique au niveau du droit. Et puis on a une cinquième personne aujourd'hui qui fait l'ENA, qui fait une école de médecine. Mais aujourd'hui, lui, il s'occupe aujourd'hui des formations au niveau de nos startups.
Donc, les principaux services aujourd'hui que notre startup donne aujourd'hui, c'est on a les formations. On a des formations que nous offrons déjà. Actuellement, nous sommes à actuellement, on est dans une formation que nous sommes en train de faire. Et puis aussi, on a des conférences exploratrices, c'est-à-dire on voit des personnes, on fait des conférences, on essaie, parce qu'on vient de se lancer, on va pas à pas, parce qu'on est dans un pays francophone, il faut aller pas à pas, puis aller dans les règles. Donc, actuellement, on offre des conférences aussi pour parler de la blockchain, parler de ce domaine aux personnes, de voir leur peur, qu'est-ce qui les fait peur dans ce domaine réellement, parce que beaucoup de personnes, le problème qu'on a vu aussi dans les pays francophones, c'est qu'il y a eu des opportunités. Il y a eu des opportunités où les gens ont perdu assez d'argent. Il y a eu des opportunités où les gens ont perdu d'argent et derrière aussi, il y a eu des opportunités de marketing relationnel où il y avait des trucs d'investissement là-dedans. Et les gens ont mis leur argent, soit il y avait le Bitcoin qui était relié, soit il y avait une crypto-monnaie qui était reliée là-dedans. Et les gens se sont lancés sans réellement de notion. Donc, ce problème a causé qu'aujourd'hui, quand vous approchez une personne, vous lui parlez de Bitcoin, il vous repousse. Il ne veut même pas entendre parler. Donc, aujourd'hui, on veut réellement les montrer pourquoi c'est important. Ces technologies, s'ils ne veulent même pas s'intéresser du Bitcoin, mais c'est important quand même d'avoir des notions sur la blockchain. Parce que la blockchain aujourd'hui, ce n'est pas que les finances. Aujourd'hui, il y a des solutions aujourd'hui dans la médecine, il y a des solutions dans le transport. Comme prend le Ghana à côté, ils ont mis en place une solution, je parle depuis 2017, dans le cadastre aujourd'hui. Donc, il faut réellement que la communauté comprenne que c'est important aujourd'hui qu'on peut mettre en place des solutions dans ce domaine-là. Donc, il y a des visions qu'on a mis en place aussi par rapport à nos services, c'est d'être capable de créer de créer des services de solutions décentralisées sur des blockchains. Comme par exemple Ethereum avec sa blockchain, nous pouvons mettre en place des solutions décentralisées. Aujourd'hui, c'est pas facile de créer une blockchain. Au lieu de chercher à mettre en place une blockchain, de créer une blockchain aujourd'hui, on peut déjà utiliser les blockchains existantes et puis mettre en place une solution décentralisée là-dedans. Donc, nous essayons aujourd'hui de voir si possible comment avoir des développeurs avec nous, si c'est sur contrat, c'est-à-dire les rattacher un partenariat. Là, quand il y a une entreprise qui veut une solution, on les rattache, on explique à l'entreprise, on met en place le projet, ce que l'entreprise veut, ce qu'elle veut réellement, on essaie de rédiger tout, la fiscalité et tout. Et là, maintenant, on va avoir maintenant les développeurs, les personnes qui seront en charge de mettre en place cette solution. Donc, c'est ce qu'on veut mettre en place. Actuellement, on rencontre des difficultés, certes, mais on va sur le pas. Parce qu'actuellement, au niveau de nos startups, actuellement, on n'a pas de financement. Et nous-mêmes, on ne le veut pas, en fait. On veut, en fait, aller pas à pas, puis essayer de raconter toutes les difficultés, puis de voler et puis de mettre tout en place. C'est la meilleure des choses aujourd'hui. Très bien, je suis très impressionné par ta vision, d'abord, félicitations, et ce que tu es en train de vouloir accomplir pour le Togo. Et c'est aussi intéressant de voir que tu as dans ton équipe, en fait, tu as choisi d'avoir quelqu'un de juridique, quelqu'un de la finance, mais aussi des ingénieurs. C'est très bien parce que justement, la blockchain englobe en fait ces éléments-là. On a besoin de pouvoir former davantage des Africains dans nos différents pays, dans nos différentes juridictions, qui seront à même, comme au niveau de Singapour, de la Chine, de la Malaisie, de Californie, qui seront à même de pouvoir justement développer des solutions et même informer aussi nos gouvernements, nos politiciens, nos administrations de ce que c'est. Et en parlant justement du gouvernement, j'aimerais te poser une question par rapport au Togo et aux expériences que vous aviez eues, parce qu'on écoute même en Afrique, au Nigeria, même au Congo, il y a eu beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent, justement, derrière le Bitcoin et la notion des crypto-monnaies et justement de marketing relationnel. Alors, j'ai deux questions par rapport à du côté régulation, mais aussi du côté de ce que le gouvernement dit. Est-ce que la Banque centrale interdit pour l'instant l'usage ou la consommation des crypto-monnaies? Est-ce qu'il y a une loi pour l'instant qui interdit cela au niveau de Togo? Ça, c'est de un. Et de deux, par rapport aux notions de la blockchain et même de la crypto-monnaie, qu'est-ce que le gouvernement pense par rapport à la technologie, par rapport à la notion de la crypto, et est-ce qu'ils envisagent justement incorporer cela dans leur feuille de route de la transformation digitale? Ok. Merci beaucoup pour votre question. Pour commencer, au niveau de la Banque mondiale aujourd'hui, ce que vous avez dit, d'abord au Togo aujourd'hui, je peux dire qu'ils font réellement, on est dans un pays francophone, on va dire qu'ils font réellement de leur mieux. Ils font réellement de leur mieux. Parce que depuis 2017,
il y a eu comment j'appelle ça, j'oublie même, le sommet africain qui s'est fait au Rwanda, je pense, où il y avait, où on parlait du numérique. Donc déjà le Togo avait signé déjà un traité avec des sociétés privées pour lancer des projets, pour financer des startups qui vont innover dans la blockchain. C'était un fonds de 100 millions d'euros, je pense. Il y avait déjà, le Togo avait déjà remis 50 millions d'euros, je pense, qu'on avait déjà investi. Mais je ne sais pas actuellement quel projet on a financé avec ça. Mais déjà, aujourd'hui, quand on va sur le site du gouvernement de l'économie numérique, on a les informations disponibles par rapport à cela. Et aujourd'hui, c'est, en fait, depuis 2017 jusqu'à maintenant, il y a le gouvernement de l'économie numérique qui essaie de mettre en place beaucoup de choses. Tout récemment, même, on a eu à voir qu'on a nommé même encore un autre ministre qui était en charge du conseiller au niveau de tout ce qui est numérique, tout ce qui est blockchain au niveau du gouvernement. Mais actuellement, c'est-à-dire, il y a des projets qui sont là, mais on ne voit pas encore quelque chose de concret. Mais on va dire ils font de leur mieux. Maintenant, est-ce que le Togo interdit le Bitcoin réellement? Ils interdisent les crypto-monnaies. Au Togo, principalement, il y a eu juste quelques mois, 3 mois, je pense, on a eu à interdire les sociétés d'investissement de trading. Parce que il y a eu quelques mois, et ces sociétés, il y avait des taux qu'ils proposaient aux clients qui étaient des taux assez incroyables. Donc, la CEDEAO était venue sur table. La CEDEAO d'abord s'énervait par rapport à cela. Donc, on était obligé, il y a eu le gouvernement, le ministre qui était obligé de parler par rapport à cela. Donc, on a dû interdire ces sociétés de travailler. Donc, plusieurs d'entre eux ont fermé, même tous ont fermé. Donc on les a dit de rembourser leurs clients. Donc c'est ce qui a débordé même la vase cette année, en fait. Parce que c'est là même ce qui a débordé. Parce que là, actuellement, quand vous approchez quelqu'un, vous lui parlez de crypto-monnaie, là, actuellement, déjà, sa tête, il passe au trading. Il passe au trading parce qu'il a fait des investissements dans le trading. On l'a proposé des taux de combien de pourcents sur un mois. Et il y a beaucoup, en fait, la première règle aujourd'hui que moi je dis aux gens, on n'investit pas ce qu'on n'est pas capable de perdre. Or, les gens ne le comprennent pas. Ils prennent leur salaire à la fin du mois, ils investissent dans quelque chose. Et ils attendent le million, le milliard, et ils pensent qu'ils vont devenir riches dans ce domaine-là. Or, la loose, c'est que quand le gouvernement a fermé, aujourd'hui, c'est ce que la plupart ne paient même pas les clients. Il y a beaucoup, aujourd'hui, qui sont endettés, ils ont pris l'argent à la banque pour venir investir dans une société de trading. Il y a un souci là-bas. Et le gouvernement est venu classifier les choses. Mais quand même, dans les crypto-monnaies aujourd'hui, au niveau du Togo, le Togo n'a pas de problème par rapport à cela. Il y a beaucoup de personnes dans le pays qui utilisent ça. C'est juste le niveau trading au niveau du boursier aujourd'hui où le gouvernement ne veut même pas parler des soucis d'investissement. Mais au niveau du numérique, au niveau de la blockchain aujourd'hui, le Togo veut réellement mettre en place des solutions. Mais comme on connaît les pays francophones, ça prend beaucoup de temps. Au niveau des pays francophones, c'est toujours comme quand on met en place un projet, ça peut faire 10-20 ans avant que le projet ne soit mis en place. Donc, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. On va faire tout à fait. Tout à fait. En fait, tu as évoqué un élément intéressant. Donc, si je comprends très bien, ils n'ont pas un problème contre la crypto-monnaie, mais ils ont un problème contre les sociétés de trading, en fait, que ce soit dans la crypto-monnaie ou même dans le forex. Qui en fait ont apporté des rendements surdimensionnés qui en fait ont dépassé justement bien sûr ce que les banques traditionnelles offrent en ce moment. On sait que les banques traditionnelles n'ont pas de produits d'investissement qui dépasseraient justement ce que certaines sociétés de trading font. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'arnaques derrière ces entreprises de trading et par conséquent, dans le besoin de pouvoir protéger la masse monétaire, en fait, le public, donc le trésor public, il a fallu justement que le gouvernement se dise, écoute, toutes les entreprises de trading, on met un stop, mais on n'empêche pas forcément l'innovation, et surtout qu'il y a le ministère du numérique, de l'économie numérique. C'est très intéressant. Moi, je serais d'ailleurs intéressé, si tu peux m'envoyer le lien où il y a justement dans votre... voilà, je serais intéressé de lire, parce que ça va m'inspirer de pouvoir aussi engager avec le nouveau ministère du numérique qui a été lancé ici au Congo, où on est en train de pouvoir aider justement ces gens à pouvoir se développer. Sur ce, Alexandro, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup de partager tes expériences. Moi, je t'encourage, tu es encore très jeune, et c'est comme ça que ça se passe. J'aime beaucoup les entrepreneurs, j'encourage beaucoup les entrepreneurs partout en Afrique, très très tôt. Et comme tu es ingénieur, je garderai tes contacts, je le suis moi-même. On développe des solutions pour lesquelles on veut que toute l'Afrique puisse en profiter.
Et au besoin, bah, pourquoi pas entrer en contact avec des gens qui le font déjà au Togo afin de pouvoir développer et travailler avec des partenaires localement. Alors, qu'est-ce que tu dirais comme mot de fin avant que je ne te laisse partir? Parce que là, maintenant, on va prendre 5 minutes de pause et basculer directement dans la prochaine séance. Quel est ton mot de fin et quels sont tes encouragements pour les entrepreneurs? Alors là, on a Alexandro qui va donner son mot de fin, mais je vois voilà, il est parti et il a laissé le stage. Voilà, il revient. Ben écoute, voilà, ce sont les élèves. Vas-y, Alexandro, dis-nous c'est quoi ton mot de fin et Oui, les entrepreneurs. oui, comme mot de fin, moi, j'aimerais dire quand même aux Africains, quand même que aujourd'hui, nous sommes, euh, la jeunesse aujourd'hui a aujourd'hui le nécessaire. Certes, aujourd'hui, ce n'est pas facile pour nous aujourd'hui, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, beaucoup de personnes, on pense que c'est facile, mais ce n'est pas comme ça. Certes, ce n'est pas facile pour nous, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut avoir un emploi, mais aujourd'hui, il faut aussi donner la chance à ses rêves, à ses objectifs. Même si ce n'est pas facile, donnez-vous la chance et puis essayez de nouveaux trucs. À la fin, moi je le dis comme ça, à la fin de notre vie, ce n'est pas ce qu'on aura pas, ce sont les regrets qu'on aura c'est ça qui va nous faire mal au fait. Le mieux pour nous aujourd'hui, c'est de le faire. Parce que moi, j'ai commencé, c'était d'abord la famille qui me bloquait. Donc, l'important pour vous aujourd'hui, c'est pas de mettre le monde à dos, mais quand même de faire ce qui vous passionne réellement et d'avoir la patience nécessaire pour y arriver et de vous entourer de personnes parce que l'entourage aussi compte principalement. De s'entourer de personnes qui vont nous aider à aller de l'avant. Donc, c'est ça. Et aussi, l'important aussi de rendre grâce à Dieu. Merci à vous. Allez, merci beaucoup, Alexandro. C'était un plaisir, un réel plaisir de t'avoir parlé. Merci beaucoup Merci. et on se revoit très bientôt. Je suis sûr qu'on va garder contact au travers notre réseau, hein, vu que tu fais partie de ce forum, en fait, de ce groupe panafricain. Et voilà, donc Hélène, welcome back on the show. Alexander has done excessively well. I'm pretty impressed with exactly what he's doing. And look, Togo is a very tiny, small country like that in Africa. But you know what? I'm very impressed with what Alexander is doing. And you know what? Amazing stuff. Well done. These are the things we need to be able to encourage in Africa. And I couldn't be any prouder, really. So we're going to go ahead and take a little break, guys. Before we bring in on the stage. On va prendre un petit moment de pause de 5 minutes avant que Kaoula Tanfioui vienne sur le stage et nous parle de l'initiation à l'intelligence artificielle. Elle est la cofondatrice de l'usine Bot et elle va nous parler dans 5 minutes. Hélène, you know what you should do next time? You know, why don't we